Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20 au menu de l'édition nationale. Dans une demi-heure, vous aurez notamment les recherches qui se poursuivent en Italie après l'avalanche qui a englouti un hôtel. 11 personnes ont été sauvées hier, mais 23 sont toujours portées disparues. Tout de suite, l'actualité en Picardie. D'abord, Yves Coppens, le paléontologue qui a découvert Lucie, en conférence cet après-midi à Maignelet-Montigny dans l'Oise. Un moment de réflexion passionnant sur l'évolution humaine. La page sport, des défaites pour Amiens en foot et en hockey, pour Saint-Quentin aussi en basket. Et puis des défis ce soir à Hirson où se déroule le meeting international de saut en hauteur. Enfin, le grand format consacré au trafic de stupéfiants à la campagne. Deal en pleine rue, approvisionnement, dépendance. Vous saurez tout de cette réalité rurale. Les amoureux d'archéologie et de paléontologie s'étaient donc donné rendez-vous dans une commune de l'Oise cet après-midi pour suivre notamment une conférence, celle de la star française dans ce domaine, Yves Coppens. Jean-Paul Delance et Morgane Pouchard l'ont rencontré. Ce n'est pas parce que l'on est un petit village que l'on ne peut pas accueillir un grand homme. Alors, comme pour une vedette du showbiz, ici, on fait la queue. Le héros du jour, c'est lui, Yves Coppens, un paléontologue connu dans le monde entier pour avoir découvert les restes de Lucie, une ancêtre âgée de 3 millions d'années. C'était en Éthiopie, en 1974. Pour le maire de Maignelet, l'instant est historique. Je trouve ça tout à fait extraordinaire. Je n'en reviens pas moi-même. Lorsqu'on m'a annoncé cette possibilité, alors on l'a travaillé, évidemment, ça fait 2 ans qu'on y travaille, mais je baignais dans le bonheur. Enfin, pour moi, c'est du bonheur. Aujourd'hui, je suis maire depuis plus de 15 ans, je n'ai jamais vécu un moment comme ça. Alain Cornias est l'organisateur de cette conférence. Scientifique amateur, il suit la carrière d'Yves Coppens depuis de nombreuses années. Il m'a transmis, si vous voulez, un peu de sa passion. Et évidemment, quand il m'a dit qu'il acceptait, tout de suite, j'ai passé 5, 6, 7 heures par jour à étudier la paléontologie, hein, vous pensez bien. Et dans la Somme, la Somme, c'est un exemple d'école pour nous. Hein. Si elle est moins connue et reconnue que les vallées de la Dordogne et de la Vézère, celle de la Somme n'en est pas moins essentielle dans la connaissance de la préhistoire. 400 000 ans avant les peintures de Lascaux, les hommes ont taillé ici leur premier silex. La vallée de la Somme est évidemment très importante. Enfin, chacun le sait dans mon monde. Mais comme vous le dites, c'est peut-être pas suffisamment connu dans d'autres mondes. Et c'est dommage, encore une fois, parce que pour les scientifiques, et je ne parle pas des scientifiques français, je parle des scientifiques du monde entier et ceux d'Europe tout particulièrement, la vallée de la Somme est emblématique. Allez, monsieur le professeur, pour la réplique de Lascaux, on vous a vu récemment en compagnie du chef de l'État. Alors pour la Somme, on peut compter sur vous ? Écoutez, celui-ci n'en a plus pour longtemps puisqu'il ne va pas se représenter. J'essaierai de vous emmener le prochain. On apprend il y a quelques minutes qu'un violent incendie est en cours à Amiens, rue du Canal. Un bâtiment de 500 mètres carrés est en proie aux flammes. 5 camions de pompiers sont engagés sur les lieux. Une évacuation du personnel a eu lieu. Un mot de santé à présent. Le réseau Atmo signale une vague de particules fines. La pollution atteint des niveaux de 7 à 8 sur 10 dans la Somme et l'Oise. Il est recommandé aux personnes les plus fragiles d'éviter les axes routiers et les activités physiques intenses. Dans le cadre de l'état d'urgence, la gendarmerie de l'Oise part à la recherche de réservistes. Des recruteurs se déplaceront chaque semaine le samedi dans des mairies. Ils ont rencontré les premiers candidats aujourd'hui à Senlis. Christelle Jutot-Lermechin et Najim Bedghezala. Madame le maire de Senlis est réserviste dans l'armée de l'air. Alors forcément, elle a été la première élue à ouvrir les portes de sa mairie quand la gendarmerie de l'Oise l'a sollicitée pour organiser ce recrutement. Je trouve que les mairies sont le lieu par excellence de la citoyenneté et qu'il est important dans notre contexte d'insécurité de renforcer les liens entre l'armée et la nation. Voilà, vous donnez vos disponibilités et nous on vous prend que pendant vos disponibilités. C'était plus facile pour Aurélien de venir un samedi en mairie qu'à la gendarmerie en semaine, car il est commercial en CDI. Profondément marqué par les attentats, il veut devenir réserviste. C'est ce qui a fait l'élément déclencheur, on va dire. Mais bon, après, il y a aussi le côté militaire
qui m'attire aussi depuis très longtemps. 320 gendarmes réservistes patrouillent dans le département. Depuis la mise en place de l'état d'urgence, la gendarmerie de l'Oise cherche à en recruter 130 de plus pour renforcer la sécurité. On fait beaucoup plus de contrôles routiers pour identifier les personnes qui sont au volant, les individus qui peuvent porter des fiches S. Lutter contre le terrorisme prend tout son sens dans l'Oise. Le soir de la traque des frères Kouachi, les réservistes de la gendarmerie de Senlis avaient été appelés en renfort. Il faut avoir conscience que quand on se donne, on peut se donner corps et âme. Et on peut éventuellement, malheureusement, ce qui n'arrive pas, fort heureusement, mais y laisser sa vie si jamais on tombe sur des terroristes qui ont envie de tuer du gendarme. Désormais, il n'y a plus de limite d'âge. Les plus de 30 ans peuvent candidater. Par contre, les conditions de sélection sont de plus en plus difficiles, à la hauteur de la mission qui attend les futurs recrues. On ouvre notre page sport. Certains d'entre vous rentrent peut-être en ce moment ou viennent de rentrer du stade Bollaert à Lens avec la mine déconfite du coup, car les 100 et or ont été étriés par l'équipe de Nîmes cet après-midi. Ils ont été battus sur le score de 1-3. Vous le voyez, certains buts sur ces images. 1-3, c'est pire donc que l'Amiens SC. En Ligue 2 aussi, les Picards se sont inclinés 1-2 à Niort hier soir, pas vraiment aidés par l'arbitrage. Le résumé de Jennifer Baya. Défaite difficile à avaler hier soir pour l'Amiens SC après un match à l'arbitrage plus que discutable. Dès la 11e minute de jeu, tout bascule. Un tir du Niortais-Roi est dévié par une main de Lefort, carton rouge pour Amiens, et un pénalty tiré 2 fois est finalement marqué par les Niortais. C'est pas le pénalty qui me fait enrager, c'est le fait de le faire retirer alors que le gardien l'arrête. Donc voilà, c'est tout. Bon, après, l'arbitre a pris sa décision, c'est contre nous, tant pis pour nous. Niort est en supériorité numérique, mais à 11 contre 10, l'affaire n'est pas dans le sac, surtout quand la réussite n'est pas au rendez-vous, à l'image de cette tête d'Agouazi qui passe juste au-dessus. Il faudra attendre la 40e minute pour que les Chamois doublent la mise sur ce coup franc de Grange, bien suivi par Endo. De retour des vestiaires, les Niortais auraient pu faire le break et se mettre à l'abri. C'était sans compter sur la hargne et le retour des Amiénois, qui obtiennent à leur tour un pénalty transformé par Camara. On va dire que dans l'enchaînement des passes, on a eu des difficultés à avoir un jeu vers l'avant de qualité. Malgré ça, on a eu énormément de situations pour mener 3-0 ou pour mener 3-1. Mais voilà, il ne faut surtout pas bouder cette victoire. Il faut accepter la défaite de ce soir et se relever le week-end prochain avec la réception de Lens. Score final 2-1 et défaite d'Amiens qui conserve la 5e place du classement. Et c'était leur 5e défaite de la saison, c'est pas mal quand même. Athlétisme tout de suite. En ce moment même se déroule à Hirson le 21e meeting international de saut en hauteur. Jeanne Blancard est sur place et on peut dire que c'est l'événement sportif de la soirée en Picardie. Oui, cette 21e édition prend cette fois-ci encore un peu plus d'ampleur puisque comme d'habitude elle est marquée par 3 grands moments. La compétition junior, celle des meilleurs athlètes français et puis surtout la compétition féminine. La nouveauté cette année, c'est la présence de grandes athlètes venues des 4 coins du monde et parmi elles il y a la Suédoise Emma Green qui a remporté plusieurs trophées en compétition internationale et qui détient un record de 2,01 m, ce qui est absolument exceptionnel. Alors quand on demande aux organisateurs ce qui fait le succès de cette rencontre, on nous répond que c'est surtout l'effet du bouche à oreille et que les athlètes aiment bien venir s'entraîner ici dans un contexte familial avec de la musique et un public déchaîné. Donc tout laisse à penser que la compétition est loin d'être terminée. 2 résultats sportifs encore et des défaites toujours. En hockey sur glace d'abord, les Gothiques d'Amiens ont une nouvelle fois perdu le derby des Plaines contre Rouen hier soir au Coliseum. Les Picards remontent quand même d'une place, ils sont 8e désormais, ils ont perdu 2-1 contre Rouen hier soir. Alors il ne faudra pas redescendre de la 8e place pour disputer les playoffs. On écoute tout de suite une interview. Ouais, on a marqué et eux aussi, donc du coup un match nul, mais c'était un bon match de notre part et de leur part. C'était un bon match de hockey, intense des deux côtés. Et puis après, on n'a pas réussi à faire la différence en prolongation. On prend un but, mais quand on travaille comme on a travaillé ce soir, on sort du match, on n'a pas grand-chose à se reprocher. On peut se regarder les yeux dans les yeux et dire qu'on a tout donné. Et voilà. Et là, ça va pas tourner en notre faveur. Si on continue à jouer comme ça tournera en notre faveur. C'est sûr, le travail va payer.
Voilà l'attaquant des Gothiques. Et puis une autre défaite pour le SQBB. Les basketteurs saint-quentinois ont dominé hier soir à domicile contre Charleville-Mézières avant de s'incliner finalement en prolongation 80-85. En revanche, sachez que l'ancien du SQBB, Rudy Gobert, a réalisé son plus beau match de sa carrière sans doute la nuit dernière en NBA outre-Atlantique. 27 points et 25 rebonds. De quoi se donner des chances d'être sélectionné pour le All-Star Game le 19 février prochain. Voilà pour le sport, c'est le grand format tout de suite. Enquête ce soir sur le trafic de stupéfiants à la campagne. C'est signé Pierre-Guillaume Crégnot avec Aurélien Barège, Yves-Olivier Hébé, Cédric Pasquier et Sébastien Le Fur. 6h et presque 4 minutes, vous écoutez France Bleu Picardie. Un autre réseau de trafic de drogue, principalement d'héroïne, a été démantelé dans l'est de la Somme. Les gendarmes ont interpellé 11 hommes et femmes âgés de 24 à 37 ans à Péronne, Chaulnes et Roiselle. Ils sont actuellement en garde à vue et devraient être jugés en comparution immédiate d'ici la fin de la semaine. Tout est parti de là, de ce coup de filet. On a eu envie de remonter le fil, de comprendre. Comment devient-on accro ou dealer dans un bourg, un village? Comment les trafics prospèrent dans la quiétude des campagnes? Notre première étape, souvent la dernière pour les trafiquants, le tribunal. On y retrouve 3 jeunes arrêtés à Roiselle. Je vous donne la fin de l'histoire tout de suite. Le trio va finir en prison, entre 3 et 5 ans. Dans le box, ils vont aussi parler de leur trafic et de leur vie. Des accros à l'héroïne, se dériver de morphine hyper addictif, mais aucun n'a vraiment le profil type du dealer. C'est une femme qui travaille, qui a contracté un crédit pour payer sa voiture, qui n'a pas bénéficié d'argent pour pouvoir faire des sorties ou acheter des voitures de luxe ou autre chose. Ces dealers de campagne, Gauthier Le Cardonnel les connaît bien. Il a suivi ce procès pour le Courrier Picard et tant d'autres affaires de stupéfiants autour de Péronne. À chaque fois, c'est la même mécanique. Les toxicomanes de Péronne vont s'alimenter en Belgique plutôt que d'aller chercher leurs produits à Amiens Nord, où ils les touchent beaucoup plus cher, bien sûr. En Belgique, ils arrivent à toucher le gramme d'héroïne à 8 €. Ils peuvent le revendre ici à 20-25 €. Ils sont à moins de 2 heures de route, donc effectivement, on multiplie les allers-retours. Alors nous aussi, on a pris cette route de l'héroïne, là, qui mène vers les supermarchés de la drogue, Belgique ou Pays-Bas. Point de départ et d'arrivée du trafic, Roiselle et ses 1700 habitants, tous témoins des deals au quotidien. À Roiselle, tout le monde se connaît, les mamies, les écoliers et les dealers. Franchement, non, ça fait 27 ans que je suis là et ça a toujours été. Il y a toujours eu des trafics? Ah oui. L'héroïne, le coke, après il y a les piqûres. Il y a quelques pilules qui se promènent, alors lesquelles, j'en sais rien aussi. Ah, on avait l'impression que c'était en milieu urbain, dans les zones. Non, c'est partout. C'est pas là-bas, c'est partout. Nos 3 dealers du tribunal agissaient ici en plein jour, une trentaine de clients. Et visiblement, ils connaissent encore l'adresse. D'autres vendeurs font le boulot, même devant notre caméra. Évidemment, pour en parler, c'est plus compliqué. Ça circule pas mal, on a entendu dire ici. Ouais? Vous avez jamais entendu parler de ça? Non, bah moi je peux pas. À la campagne, c'est particulier. Les dealers sont d'abord de gros consommateurs, dépendants jusqu'à en mourir, et ce besoin d'argent permanent. Au tribunal, certains parleront de 1200 € de drogue chaque mois. Dans ses enquêtes, Guillaume Gallou l'a constaté, les toxicomanes sont prêts à tout pour trouver de l'argent. On sait pertinemment que certains consommateurs, pour financer leur propre consommation, peuvent être amenés soit eux-mêmes à revendre, soit, voire en faisant les deux, procéder à des cambriolages, des vols à la roulotte ou un certain nombre d'infractions, j'allais dire, de prédation et des atteintes aux biens. Sur Péronne, ça nous mobilise de façon particulière, ça je vous le confirme. C'est vrai à Péronne, Roiselle, Chaulnes, Ham, le long de cette route de l'héroïne. Difficile d'évaluer combien de gens vivent de ces trafics et combien en meurent, les overdoses ne sont pas rares. Pour s'en sortir, il existe des traitements de substitution délivrés par les pharmacies. Impossible pour nous d'y tourner, mais tout ici confirme le phénomène et les quantités étonnantes. On parle de combien de personnes? De 5-6 personnes? 20 dossiers. 20
C'est énorme. Derrière, on sent qu'il y a un trafic même des produits de substitution, quoi. Ils viennent chercher chez vous du Subutex gratuitement qu'ils vont revendre. Pour se payer. Là, en ce moment, c'était un Steribox à 1 €, ça faisait 5 ou 6 par jour, quoi. Donc, là, quand c'est comme ça, on sent que c'est plus les traitements de substitution, il y a de nouveaux ventes. La Steribox, c'est ça, vendu 1 €. 2 seringues, du matériel pour stériliser, éviter les contaminations par le sang. Bien sûr, plus il s'en vend, plus le trafic est intense. Confirmation avec cette autre pharmacie. Ouais, on en vend beaucoup pour un petit village comme ça. Et ça va avec tout ce qu'il y a comme substitut, méthadone Ouais, c'est pareil. Pourquoi un tel fléau? Comment s'en sortir? Les deux questions sont liées. C'est ce qu'on apprend en rencontrant les salariés du Mile, une structure qui accompagne les toxicomanes comme ceux de Roisel. Des soins psychologiques, parfois imposés par la justice, et toujours longs. Il y a des consommations qui sont dues à l'ennui. Enfin, on en voit beaucoup sur Péronne ou des personnes qui sont isolées, qui n'ont pas forcément accès au travail. C'est un signe d'une souffrance et d'un mal-être. Et voilà, notre travail, c'est de gérer ça. C'est aussi difficile d'arrêter la consommation que d'arrêter tout ce qu'il y a autour de justement la vente. Ils ont une vie sociale, dans un cercle restreint, mais ils ont une vie sociale, ils vendent, ils sont là, ils ont... C'est un statut. C'est un statut. C'est un travail sans fin en fait ce que vous faites. Non, on pense que ça s'arrêtera un jour. Enfin voilà, après on va moi je vois au cas par cas. Voilà, si j'arrive à aider une personne qui en sort, voilà, je ne peux pas penser à la suivante qui va rentrer. Les rechutes sont fréquentes. L'héroïne ne vous lâche pas comme ça. En première ligne dans nos villages, les maires voient tout. Impuissants. Je préfère pas vous en parler en off, mais pas. S'il y a un deal, c'est qu'il y a des consommateurs. S'il y a des consommateurs, ils vont changer de crèmerie, et puis c'est tout. Donc ça va reprendre. Le problème, il n'est pas là. Bien sûr, le problème, il est en amont. Il faut dramatiser. En fait, l'addiction, parce que maintenant c'est presque banal de prendre du hashish, je trouve ça tout à fait normal, un joint c'est pas dangereux, enfin bref. Et vous en tant que maire, vous pouvez pas grand chose là? Rien. Après ce dernier coup de filet, le business de l'héroïne serait à terre dans le secteur. Mais pour combien de temps? Il y a toujours des clients, des malades, des accros aux produits. Et aujourd'hui, à la campagne comme en ville, dès qu'un réseau tombe, un autre le remplace. Restez avec nous, place tout de suite aux histoires 14-18. Florence Mabi s'intéressait hier aux soldats portugais engagés entre la Flandre et l'Artois. Elle s'intéresse ce soir à leur état-major établi à Saint-Venant dans le Pas-de-Calais. Au bord de la Lys, frontière naturelle entre l'Artois et les Flandres, le manoir de la Pelle-House, ici à Saint-Venant, près de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Le temps de la Grande Guerre, cette jolie maison de maître va vivre une véritable épopée. Ces murs accueilleront les autorités britanniques avant de recevoir l'état-major du corps expéditionnaire portugais. Dès 1915, le manoir est promu état-major de l'armée des Indes, dont les hommes se battent non loin d'ici. Plus tard, en 1916, le général Haig en fera une académie militaire. Au printemps 1917, c'est au tour du général portugais Tamaneni de Abreu d'y installer son quartier général. Ce petit salon aura vocation de bureau, ce grand salon de salle de réunion. La Pelle-House et son ambiance au British, c'est comme une bulle loin des bruits de la guerre. La propriété au charme feutré et son jardin magnifique prend des allures d'ambassade. Hommes d'État, haut gradés, journalistes, célébrités, le tout Londres, le tout Paris, le tout Lisbonne s'y croisent. Mais le déclenchement de la bataille de la Lys le 9 avril 1918 mettra un terme à cette atmosphère. Saint-Venant se retrouvera au cœur des combats. La Pelle-House restera gravée dans la mémoire de ceux qui y vécurent. Les généraux anglais et portugais ainsi que l'homme de lettres Daniel Lévy l'évoqueront dans des récits après-guerre. Telle une muse, la Pelle-House va créer l'inspiration. Le soldat-poète Siegfried Sassoon, qui défendra Saint-Venant après la bataille de la Lys, rendra hommage à ses jardins et au village dans 2 de ses plus célèbres poèmes.
Ce sera l'actualité demain, la primaire de la belle alliance populaire, celle du Parti socialiste et de ses alliés. En réalité, vous trouverez sur notre site internet france3picardie.fr cette carte interactive avec tous les bureaux de vote pour aller donc participer à cette primaire demain. Et puis demain à 11h30, vous aurez votre rendez-vous, Dimanche en politique. Zora Hamdan et ses invités débattront du cumul des mandats. Et vous, qu'en pensez-vous? Eh bien, Jennifer Alberts de la rédaction web est allée vous poser la question dans la rue. Ça s'appelle « C'est vous qui le dites ». Regardez. On va s'installer sur le fauteuil rouge. Je vous accorde 2 minutes. Pas plus. Ça va aller super. Je suis un businessman. Le cumul des mandats. Ouais. Très mal placé, je suis élue. Donc vous lisez la question, vous répondez. Pour ou contre le cumul des mandats? Contre. Parce qu'un seul mandat, ça demande déjà beaucoup de travail. Donc on n'a pas le temps d'en faire un deuxième. On peut cumuler les mandats, mais peut-être pas cumuler les salaires et les retraites qui vont avec. Un policier peut pas être sergent en même temps ou Premier ministre. Chacun à son poste, quoi. A priori, je suis contre, parce qu'une chose à la fois, on ne peut pas se consacrer à tout. Sinon, on est obligé de déléguer. Je pense que si on veut travailler, faire notre fonction comme il faut mieux rester à un seul niveau et non plusieurs à la fois. Pour eux, ça devient un métier. Ça éloigne les hommes politiques de la vie des autres. Hélas, oui. Il faut quand même des professionnels qui aient des programmes et des collaborateurs. Moi, je vois un peu la politique comme des voleurs. Ce sont des professionnels qui font ça pour la réussite. Dimanche en politique, donc sur le cumul des mandats, demain à 11h30 sur France 3 Picardie. Autre rendez-vous, c'est dimanche avec vous, à 12h50. Demain, Jean-Luc Douchet sera au château de Pierrefonds dans l'Oise. Et regardez ces très jolies images de drones survolant ce lieu unique. Je vous propose de nous quitter sur ces images. Et je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve à midi demain.